C'est beau. C'était drôle, mais impossible. Ça va, Léa, tu fais ça un bon week-end? Tu es resté à Nantes? Oui, je reste à Campagne. J'ai rendu visite mes grands-parents, J'ai rendu visite rendu à visite à mes grands-parents et aussi je aide ma mère pour j'ai aidé ma mère pour son entreprise. avec son entreprise. Oui, Tu as travaillé avec ta mère? oui. Ok. Très bien. Bon week-end. Pour moi, j'ai eu l'examen à l'université de Cambodge. Tu continues les études aussi? Oui, Donc tu étudies et tu travailles en même temps? oui. C'était un examen sur quoi? C'est linguistique, Artistique. linguistique de langue anglaise. Bon, ça s'est bien passé. Oui. Thích ông để ăn đi. C'est bon? Correction. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Examinateur ở đâu đây? Je suis. La semaine dernière, de mercredi, on avait commencé les examens essayer de s'entraîner sur le TED D1. Le problème, c'est que maintenant, les personnes qui ne sont pas passées, vous avez eu le temps de vous entraîner un petit peu trop longtemps, j'imagine. Donc, ça gâche un peu le reste. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse la même chose sur un autre sujet une autre fois. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas passés. Parce que pour l'instant, on a eu Yensu avec Manette et Chani avec Aignon. On oublie Boléa avec Smail. Vous referez ça. Nous entraînons au vérité, mais sur un autre sujet. Ça va? Vous avez préparé pour ce sujet? Non, c'est pas vraiment parce que je n'ai pas assez de temps, mais si tu as un autre sujet, pourquoi On pas? n'a pas aujourd'hui. Boléa, tu avais préparé? Non. Non? C'est très bien, tant mieux. Ça va. Ồ, lại khỏi kia. Un sujet, alors. Quậy quậy. Non, parce que le temps de préparation, il est important aussi pour respecter les règles, parce que Chani, England, Manette et Yotsu n'ont pas eu le temps de préparation. Et bon, en plus, vous avez préparé ensemble, ça ne ressemblait à rien. Ça ne marchait pas. De toute façon. Donc, on refera ce type d'exercice sur un autre sujet, un petit peu plus tard. Mais si on regarde un petit peu comment ça s'est passé, quel est votre ressenti sur cet exercice? Alors pour ceux qui l'ont fait et pour ceux qui l'ont regardé aussi, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est un exercice difficile? Pour moi, oui, c'est on n'a pas étudié les termes et après on ne peut pas parler bien. Alors, quels étaient les termes? Spéculation. La spéculation?
on avait déjà travaillé sur ce sujet. On avait parlé de la spéculation dans le texte, la spéculation des prédateurs, et on l'avait expliqué. Est-ce que vous vous en souvenez? Tu avais oublié ce que c'était la spéculation? C'est les faits des investisseurs qui achètent les immeubles et après vendent pour le PO. La PO. De manière globale, parce que là c'était sur l'immobilier, mais si on prend la spéculation au sens global du terme, Oui. c'est l'idée d'acheter un produit et imaginer que la valeur va augmenter Oui. et donc on va pouvoir gagner de l'argent. Donc on peut faire de la spéculation ici dans le texte par exemple sur l'immobilier. Oui. Donc acheter un appartement. Ici la spéculation dans ce document, c'était lié à la gentrification. Donc c'était un promoteur immobilier, donc quelqu'un qui va acheter ou faire construire un immeuble, qui va acheter des immeubles, des appartements dans un quartier populaire, donc un appartement qui ne coûte pas très très cher, Oui. pour dans le futur revendre l'appartement à des gens de la classe bourgeoise qui, eux, vont payer plus d'argent. Et donc faire une plus-value. Vous vous souvenez de ce terme? Une plus-value? Une plus-value, ça veut dire qu'on achète un produit, on revend le produit et on gagne de l'argent. Donc on le vend plus cher que le prix d'achat. Et donc c'est ça la spéculation. Ce sont des gens qui vont voir visiter certains immeubles et qui vont dire si je l'achète maintenant, dans 2 ans, je peux le vendre plus cher. La question ici, c'était est-ce que d'un point de vue moral, sur la morale, l'éthique. Quand on parle de la morale, de l'éthique, c'est en règle générale bien ou mal. C'est ça la morale et l'éthique. Donc d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, est-ce qu'on peut considérer des logements comme un objet de spéculation ou, comme c'était expliqué dans le sujet, un bien essentiel? En fait, c'était ça le sujet. Et c'est aussi pour ça qu'on ne l'a pas appliqué avant. Parce que si vous êtes au DELF, que vous êtes dans la salle de préparation ou après dans la salle d'examen, personne ne va vous expliquer le sujet. C'est à vous de le comprendre. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas travaillé ensemble. Parce que quand on fait des exercices ensemble dans la classe, des productions écrites, des productions orales, on prend le temps à chaque fois de lire le sujet ensemble, de regarder les éléments importants et de le préparer pour que vous puissiez faire la meilleure production écrite ou orale. Et au TELF, vous n'avez pas d'aide extérieure, pas de téléphone, pas une personne pour vous expliquer. Et c'est pour ça aussi que quand on fait des productions écrites, quand on fait des productions orales ensemble dans la classe, j'insiste pour qu'on fasse des lectures ensemble, pour qu'on cherche les arguments ensemble, parce que le fait de travailler sur les sujets, de comprendre les idées importantes, tout ça c'est une préparation pour ça. Parce que si on prend l'habitude de toujours le travailler ensemble et de voir avec les opinions des autres les éléments importants, les différents arguments, les exemples que l'on peut trouver, c'est pour que le mécanisme, toutes les étapes deviennent naturelles, pour que vous le fassiez seul après. Parce que si à chaque fois qu'il y a une production orale, une production écrite, je vous dis, bon, voilà le sujet, vous avez 20 minutes et je vous écoute. Et bien, vous n'avez pas vraiment fait.
volontaire pour cet exercice. Je vais vous laisser réfléchir seul. Bon, finalement, vous n'avez pas réfléchi seul parce que vous étiez à deux à préparer les questions et les réponses. Mais c'est pas très grave. C'était un bon truc. Donc, par rapport à ma question de tout à l'heure, toi, Chani, difficile d'analyser le sujet et de le préparer. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que tu as pensé de cet exercice? Alors, tu n'es pas passé, mais tu as pu le préparer et voir les autres aussi le faire. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Pour moi, en début, je pense que ce sujet est un peu difficile pour moi parce que je ne comprends pas le sujet. Et je comprends la spéculation, le logement, mais je ne comprends pas les idées pour cette question. Et après, quand j'ai regardé les groupes et je comprends les idées, je pense que c'est pas difficile pour moi parce que normalement j'ai étudié le sujet l'économique et aussi le management. Donc, c'est pas difficile pour moi. Donc, ça veut dire aussi que tes études peuvent aider à trouver des arguments, trouver des exemples. Oui. Le problème, c'était la compréhension du sujet. Oui, c'est ça. Mais le problème aussi, c'est que ici, tu as pu comprendre en écoutant les autres groupes, et c'est très bien. Mais au DELF, non. Au DELF, vous ne pouvez pas écouter les autres groupes. Oui. Et ça fait aussi partie des risques au DELF d'avoir un sujet et de ne pas le comprendre. Et ça, c'est difficile parce que vous n'avez pas de solution. Donc c'est aussi pour vous préparer. Peut-être que si ça, c'est vraiment trop difficile, et c'est possible, ça veut dire aussi que vous n'êtes pas encore prêt pour passer le DELF. Parce que ici c'était difficile, mais on est dans la classe, il n'y a pas de conséquences, ce n'est pas un vrai examen, et on est entre nous, ça va. Pendant le DELF, il faut aussi ajouter le stress. Et le stress pour un examen, il est très grand. Et il faut donc ajouter le stress, il faut ajouter tout le caractère, toute l'atmosphère très sérieuse et officielle qui ajoute du stress. Les examinateurs devant vous qui vont créer du stress, surtout s'ils font comme Hainan et qu'ils notent en même temps que votre présentation. Donc tout ça, ça ajoute du stress. Et si en plus vous ne comprenez pas le sujet, là ça fait trop d'éléments. Mais bon, c'est un... Alors après, on a travaillé ce sujet aussi parce que on a passé, je pense, j'ai essayé en tout cas, d'être le plus clair possible sur l'agentification, essayer de travailler aussi sur la spéculation, comprendre. Il y a juste l'idée de ce sujet, on n'en avait pas parlé. Mais c'était aussi volontaire. Pas pour vous mettre en difficulté, juste pour voir comment vous allez réagir et le préparer. C'était juste pour ça. Qu'est-ce que tu en as pensé? Sur l'exercice en lui-même, la façon de travailler, qu'est-ce que tu en as pensé? Vraiment, c'est un sujet très semblable pour le DELF. Et je crois que ça nous encourage à faire des analyses très précises pour le faire pendant le DELF. Exactement. Parce que la qualité de vos arguments et de vos exemples, c'est aussi un élément que l'on va évaluer pendant le DELF.
exercices de manière générale? Pour moi, le sujet est pas difficile. Ce n'est pas difficile, mais c'était difficile de jouer le rôle Examinateur? d'examinateur. Parce que ce n'est pas fait d'être, ce n'est pas fait expérience de faire. Mais si tu l'as très bien fait. Tu l'as très bien fait. Non, oui, c'est vrai. Au début, c'était pas très clair qui, quand, les questions, c'était pas très clair. Mais après les explications, c'était mieux. Et tes questions étaient très bonnes pour le TELF. Alors, la situation qu'on a eue, c'était peut-être plus TELF B2 que B1. Parce qu'en général, la présentation que vous faites au niveau B1, elle est plus courte. Et l'examinateur ne pose pas toujours de questions. Parce qu'on a toute la durée du TELF, il y a 3 exercices. Et donc parfois, ça doit durer 20 minutes au total, 15 minutes peut-être. Si à la fin de votre présentation, on est déjà à 14 minutes, 15 minutes, on n'a pas le temps de poser d'autres questions. Et en général, si vous faites votre présentation et que vous arrivez aux 15 minutes, ça veut dire aussi que vous avez compris le sujet, parce que vous avez pu en parler pendant 2-3 minutes. Et donc, pour le niveau B1, c'est assez. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter des questions. Parce que parfois, quand l'examinateur pose des questions au B1, c'est parce que votre présentation était trop courte, qu'il manquait des informations. Donc, on essaye de vous poser des questions pour voir si vous avez compris le sujet. Et aussi pour que vous ajoutiez des informations, pour gagner un peu plus de temps. Donc, on n'a pas toujours besoin de poser des questions. Pour les deux, par contre, tout le temps des questions. C'est la même partie de l'examen. Mais vous l'avez très bien fait. Yansu, tes questions, elles étaient pertinentes, elles étaient bien posées aussi. Donc c'était très bien. X-Men, qu'est-ce que tu en as pensé? Pour moi, je parle de la difficile introduire parce que j'aimais étendre par les introduire économiques. Parce que tu avais loupé les cours aussi. Oui. Mais après, j'ai fait le recherche. À mon niveau, je pense avoir le logement et le besoin de travailler ou d'étudier dans bonnes conditions. Alors, si vous deviez expliquer le sujet avec vos mots, expliquer l'idée du sujet, comment est-ce que vous pourriez le reformuler avec vos mots? Comment est-ce que vous pourriez expliquer ce sujet? Qu'est-ce que ça veut dire ce sujet? Pas juste de le lire, mais l'expliquer. Le sujet, ça c'est la gentrification de l'environnement et la réalité de la vie dans la société. Oui. Parce que l'environnement à la maison c'est très important pour tout le monde, mais si la maison pour l'investissement qui fait la maison comme le profiter, ça c'est difficile pour les personnes qui ont moyen ou pas beaucoup d'argent. Pour moi, le sujet explique
que tous les logements sont transformés au marché libre par les investisseurs qui veulent faire la spéculation et gagner d'argent dans un quartier et on doit donner les idées si c'est probable pour toutes les personnes. L'opinion qui vous est demandée ici, c'est une idée dont on a déjà parlé sur le contrôle éventuel des loyers. Parce que l'aspect spéculation du sujet, ça signifie que le prix des logements pour l'allocation ou la vente continue d'augmenter encore et encore et encore et encore dans les quartiers populaires, mais dans tout le reste de la ville. C'est pour ça que, par exemple, dans les grandes villes comme Paris, New York, Londres, Tokyo, c'est de plus en plus difficile de trouver un logement parce que les prix augmentent. La question du sujet, c'est est-ce qu'on peut autoriser la spéculation, donc l'augmentation des prix, ou bien est-ce qu'il faut mettre une limite, faire des règles, parce que le logement, c'est un bien essentiel. Tout le monde a besoin d'un logement, et que si on ne met pas de limite, certaines personnes doivent quitter les villes, ou encore pire, vivre dans la rue, parce qu'ils n'ont plus d'argent, pas assez d'argent pour habiter dans un logement. Donc la question c'est ça. Est-ce que le logement, c'est une source économique comme les autres, où on peut laisser augmenter les prix, ou alors quelque chose d'essentiel qu'il faut contrôler? C'était un peu ça la question du sujet. Et ça c'est l'idée dont on avait parlé, sur le contrôle par le gouvernement des loyers, obligés à ne pas augmenter et mettre par exemple, voilà, dans cette ville, le loyer maximum ce sera 1 500 $. Et on ne peut pas aller au-dessus. En fait, on a ça avec les salaires, par exemple. Le salaire, en France, on a ce qu'on appelle le SMIC. Et le SMIC, c'est pour salaire minimum. Bon, le I, c'est j'ai mis. Mais en fait, ça veut dire que un contrat normal de travail en France, c'est 35 heures par semaine. 35. Parfois, vous allez travailler plus, parfois un peu moins, mais le contrat standard, c'est 35 heures par semaine. Le SMIC, c'est obligatoire, c'est décidé par le gouvernement. Ça veut dire que si vous travaillez 35 heures, vous devez avoir un salaire limite. Alors pas vers le haut, mais vers le bas. Ça veut dire que, alors je ne sais plus combien c'est, mais disons par exemple 1 700 € par mois. Ça veut dire qu'une entreprise n'a pas le droit, si vous travaillez 35 heures par mois, de vous donner un salaire inférieur à 1 700 € par mois. Vous pouvez gagner plus si vous avez un contrat, mais c'est illégal de gagner moins. C'est le salaire minimum. Ça vous comprenez? Oui. Donc, si on a
le salaire minimum, on peut aussi avoir peut-être le loyer maximum. Et comme ça, on évite la spéculation et l'augmentation des prix. Peut-être. C'était un peu ça l'idée. Ça peut être, ça par exemple, ça peut être un exemple à citer dans la présentation. Si ça existe pour les salaires, on peut le faire pour des loyers. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Avant louer un appartement à Paris, ils doivent avoir un argent. Eh oui, c'est ce qu'on appelle une caution. Oh. Ça, la caution, c'est demandé par le propriétaire quand vous louez un appartement. C'est comme une assurance. Si vous abîmez l'appartement, si vous faites des accidents, si vous cassez quelque chose ou si c'est pas propre, le propriétaire prend cet argent pour les réparations. En règle générale, la caution, c'est 1 mois de loyer. Donc, si le loyer c'est 500 euros par exemple, le premier mois, quand vous signez le contrat, vous donnez 1000 euros. Ah. Et à la fin du contrat, quand vous voulez partir du logement et que c'est la fin du contrat, si l'appartement est correct, est propre, le propriétaire vous rend l'argent. Si l'appartement n'est pas propre, s'il y a des réparations, le propriétaire prend dans la caution pour faire les réparations. Et parfois, il prend beaucoup. Et donc, normalement, c'est ça la règle. La règle de la caution, c'est 1 mois de loyer. Le problème à Paris, par exemple, c'est que certains propriétaires demandent 3 mois de loyer. À New York, 2 mois de loyer. Pour la caution, Oui. On fait ça aussi, voilà. parfois c'est plus 3 mois de loyer. Si c'est un loyer à 500 $, le premier mois, il coûte très cher. Donc, et par exemple, là, ça fait partie de. Ça, c'est un exemple que vous pourriez trouver dans le sujet. Est-ce qu'il faut mettre des règles dans les cautions? Avec une caution maximum. On n'a pas le droit de demander une caution de plus que 1 mois. Monsieur, un mois de loyer, c'est les personnes qui louent l'appartement payent par exemple 12 mois et payer seulement 12 mois ou 13 mois. À New York, si on loue un appartement, on doit payer 14 mois et 2 mois pour une caution Et que tu et récupères 12 à la oui, fin. oui. Là, le 13 et 14 mois, tu récupères l'argent? Oui. Ok. Là, c'est, par exemple, tu signes un contrat le 1er septembre, contrat de logement. Tu arrives dans un nouvel appartement le 1er septembre. Ton loyer est à 500 €. Le 1er septembre, quand tu arrives, tu lui donnes 1000 €. Ah, oui. Le 1er octobre, tu payes 500 €. 500 € tous les mois. Et à la fin du contrat, si tu décides de partir, tu pars le 31 août et tu ne payes pas le mois de septembre. Mais le 1er septembre, toi, tu récupères 500 €.
tu es arrivé à la fin du contrat, Oui. donc tu peux recevoir la caution si l'appartement est pris. L'autre problème aussi, c'est que si tu pars avant la fin du contrat, le propriétaire peut garder la caution. Donc tu perds 500 € si on part avant la fin du contrat. Alors parfois c'est possible de négocier un petit peu avec le propriétaire. Mais en général, le propriétaire dit non, tu veux partir, d'accord, mais je garde la caution. Et en général, vous partez pour un autre logement où il faut une caution. Donc, c'est un peu difficile. D'autres questions, d'autres éléments sur cette question? Alors après, pour la forme, un des éléments les plus importants, alors peut-être moins c'est moins important pour le B1, mais ça l'est quand même à l'écrit, à l'oral, et c'est extrêmement important au B2, ce sont les connecteurs. Les connecteurs, tout d'abord, puis après, en revanche, toutefois, c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle, à cause de, parce que, puisque, comme, tous ces éléments-là sont essentiels au DEF, à l'écrit et à l'oral. Parce que ces mots-là, ils organisent vos idées. Si vous ne les utilisez pas, ce sont seulement des idées, c'est une liste d'idées. Alors qu'au DELF, on demande un raisonnement. On doit comprendre les liens entre vos idées. Parce que certaines idées vont être la conséquence de l'idée d'avant. Cause-conséquence. Utiliser les connecteurs, ça nous permet, nous les examinateurs, de comprendre votre idée. Ça veut dire aussi que vous avez compris le sujet et que vos exemples sont pertinents. Donc ça, c'est essentiel de les utiliser. On en a travaillé quelques-uns. C'est vraiment important. Okay. Ouais. Donc cet exercice de production orale de DELF-B1, on pourra le refaire un peu plus tard. L'aspect gentrification, on en a parlé un petit peu. Aujourd'hui, on va voir le vocabulaire un petit peu. Je vous ai préparé quelques activités sur le sujet. Mais sur la question de la gentrification, est-ce que vous avez des questions, des éléments qui ne sont pas très clairs? Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Pas de questions. Donc, tout ce qui est... Les mots compliqués ici, c'était gentrification, spéculation et classe sociale. Si vous avez compris tout ça, je pense que ça devrait aller. Et comme le disait Rémi, ce sont des sujets assez classiques ou standards du DELF. C'est aussi sur ça qu'on va vous interroger. Si vous essayez de passer le DELF bientôt, que vous avez un sujet sur la gentrification, comment ça c'est Chút đỉnh ấy. J'espère. Mais gardez, alors aussi je pense que ça c'est important, gardez quand même cette idée en tête. Là on va travailler sur d'autres sujets, mais n'oubliez pas complètement le sujet de la gentrification. Gardez ça dans un coin de votre tête. Ce qu'on étudie ici, c'est dans le manuel, mais c'est aussi pour vous, pour votre culture générale et pour la vie de manière
de haut-parleur. Parce que des éléments comme la gentrification, ce n'est pas juste un sujet d'un texte dans un cours de français. C'est un phénomène social qui existe dans toutes les villes. Vous m'en avez parlé à Phnom aussi, ça existe. Ça permet aussi de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe. Ce n'est pas seulement un sujet d'un cours de français. Un concept assez intéressant, je pense, et assez important aussi. Je vais vous parler, on va faire un peu de vocabulaire maintenant. C'est juste pour vérifier qu'on a bien compris tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. On a travaillé sur plusieurs documents. On a plusieurs catégories ici de vocabulaire. Et donc je vous ai préparé ici une petite activité. On va regarder ça. On va commencer par la première catégorie qui est donc sur votre liste, le fait divers. Alors, Alexandre, est-ce que tu peux nous dire ça? Fait divers, alerter, arrestation, le contrôle d'identité, déposer une plainte, regarder des plaintes, endommager, entrer par l'infraction, regarde avouer, intervenir, l'aide de la ennemi. Donc on a travaillé sur ce sujet. Vous vous souvenez, c'était le document sur les 4 étudiants déguisés en Spider-Man qui sont montés sur la cathédrale. Ça, c'était du vocabulaire du fait divers qui avait été présenté dans le sujet. Alors, pour vérifier la compréhension de ce texte, je vous ai préparé ceci. Un fait divers à Nambu. Vous avez une image ici, alerter, endommager, le contrôle d'identité, la garde à vue, l'arrestation déposée. Quel fait divers on pourrait écrire à partir de... Je vais vous envoyer ce document-là, tout le slide ici, avec toutes les informations. C'est juste pour vous montrer comment on pourrait utiliser ici tous les mots du vocabulaire. Est-ce que tu peux lire on va lire une phrase par personne. Tu peux lire la première phrase? Dans la ligne de jeter plus avant à effraction dans la cité française. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Entrer par effraction. Sans permission. Sans permission, exactement. Ici, quand vous entrez dans l'Institut le matin, les portes sont ouvertes et vous entrez normalement. Entrer par effraction, ça veut dire que le lieu où vous allez est fermé et vous forcez l'entrée. Soit en forçant la porte, en cassant une fenêtre. Donc vous entrez dans un lieu où normalement vous n'avez pas le droit d'aller parce qu'il est tard ou parce que c'est interdit au public. Ouais. Une témoin a vu la scène et a alerté la police. Cette phrase, qu'est-ce que ça signifie? Une témoin, c'est une personne qui était à la place, Oui, qui était présente. qui était présente. Et elle alertait. Elle dit la situation à la police. Ouais, c'est ça. Elle a alerté la police, donc elle a téléphoné à la police pour expliquer ce qu'elle a vu. Oui. Donc, vous avez l'expression
un ou une témoin. Donc c'est une personne qui voit quelque chose et le verbe qui va avec ça, c'est témoigner. Donc, témoigner ici, c'est raconter, expliquer, ce qu'on a vu. C'est ça un témoin qui fait un témoignage. Témoigner. Jamie, la phrase suivante. Celle-ci est arrivée sur place et a pu remarquer que les salles de classe avaient été endommagées. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette phrase? Pour moi, je pense que c'est pour adapter. Alors, dans la phrase ici, celle-ci, c'est qui? La police. Oui. Donc, la police est arrivée à l'IFC. Oui. Elle est arrivée sur place, donc elle est arrivée à l'IFC. Et elle a remarqué que des salles de classe avaient été endommagées. Alors, cette partie-là, qu'est-ce que ça veut dire? Les salles de classe avaient été endommagées. Non, monsieur. On a vu ce mot. Dans l'article que l'on a étudié sur les étudiants déguisés en Spider-Man à la cathédrale de Strasbourg, l'utilisation de ce mot, c'était pour dire que la cathédrale n'a pas été endommagée. Là, ici, on nous dit que l'homme est entré dans la salle et les salles de classe ont été endommagées. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Si on veut, ici on a une salle de classe, comment on pourrait l'endommager? Casser des chaises, des tables. Casser des chaises, casser des tables, voler un ordinateur, voler le rétroprojecteur, casser la fenêtre, mettre de la peinture sur les murs. C'est ça, endommager quelque chose. Olivier, tu peux lire la phrase suivante? La police a lancé une enquête et a cherché des suspects basés sur le portrait robot du cambrioleur fait par la témoin. Il y a des idées intéressantes encore une fois dans ce... Oui. Si la police était en enquête et elle a demandé le témoin de faire description sur le cambrioleur. Exactement. C'est ça le portrait robot. Le portrait robot, c'est le témoin. Alors qu'est-ce qu'on va donner comme information? Par exemple, les yeux, les couleurs cheveux, porter des lunettes et un homme ou une femme. En fait, toutes les informations pour décrire une personne. Ça peut être aussi la taille, la couleur de peau, le poids, l'âge, et si c'est possible, les détails du visage, donc la taille du nez, la barbe, et les détails aussi. Comme tu l'as dit, les lunettes, la couleur des cheveux, des tatouages, des cicatrices, quelque chose qui puisse aider à reconnaître la personne. Pourquoi? Qu'est-ce qui est différent chez cette personne des autres? Très très bien. Ok.
situation. La police a reconnu le suspect et est intervenu au domicile du voleur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je pense que la police a fait une investigation. Et Investigation, c'est plutôt une traduction de l'anglais. Ça existe en français, mais on ne va pas l'utiliser de la même façon. Ici, c'est plutôt une enquête. découvert où sont les voleurs. Et le voleur. Parce qu'ici, il y a le voleur. Donc oui, la témoin a fait... on a eu le portrait robot. La police avait dans ses fichiers des images, des photos de criminels ou de voleurs. Elle l'a retenue. Donc elle est intervenue, ils sont allés au domicile du voleur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Au domicile du voleur. Une place où le voleur vit. Oui, c'est ça, chez lui. Oui. Son appartement, par exemple. Bien sûr. Entonces, mucho el color present anga ali. Vérifier son identité avec quoi? Avec les témoins. Avec les témoins. Oui, alors en contrôle d'identité, tu contrôles quoi? Si je veux, par exemple, connaître ton identité, quel document, qu'est-ce que tu me donnes pour vérifier? Si je te demande, par exemple, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Quel est ton prénom? Quel est ton prénom? Ton nom de famille? Tu peux me le prouver? Avec le document de certificat. Il y a plus simple que ça. Carte d'identité, un passeport, un document officiel avec votre identité. C'est ça, procéder à un contrôle d'identité. Une carte d'identité, passeport, carte de crédit, un document officiel avec votre nom et si possible avec votre photo aussi. Okay. Donc il a fait un contrôle d'identité et après il a été placé en garde à vue. Il a été placé en dehors pour la personne pour identité. Ouais, si tu es arrêté par la police, tu vas où? Donc là, dans l'histoire, la police est allée chez lui, a vérifié son identité, et c'est la même identité que l'identité du portrait robot.
Donc le portrait robot et le suspect, c'est la même personne. Alors, la police, après, qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Il a été placé en garde à vue. Il est allé où? Est-ce qu'il est resté chez lui? Par exemple, la police entre dans la salle, dit bonjour, nous cherchons Yatsu. Je dis oui, Yatsu c'est moi, tu me montres ta carte d'identité et la police est confirmée. Qu'est-ce que vous faites après? La police part et on continue le cours. Où est-ce que tu vas avec la police? Avec la police. Et vous allez où? Au café? Ah non, vous n'allez pas en prison tout de suite. Moins. C'est pas tout de suite la prison. C'est ce qu'on a. Alors, où travaille la police? Vous allez au commissariat de police. Donc la garde à vue, c'est ça. Garder à vue. Avoir quelque chose à vue, c'est qu'on peut voir. Donc garder à vue, c'est garder dans une pièce au commissariat. Donc enfermé dans le commissariat. Et en règle générale, vous allez avoir une garde à vue. Donc une garde à vue et aussi un interrogatoire. La police va vous poser des questions pour savoir où vous étiez, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez cassé des salles à l'IFC. Il a avoué son vol et a été arrêté. Donc, il a Confessé. à la police et à la prison. Oui, c'est ça. Donc il a avoué son vol. À ton avis, il peut le dire comment? Qu'est-ce qu'il va dire? Qui va lui là en effet cambrioler l'IFC. Voilà, c'est ça. Avouer son vol, c'est dire oui, c'est vrai, j'ai volé des ordinateurs à l'IFC, je suis entré à l'IFC, j'ai cassé des portes, j'ai cassé des tables, par exemple. C'est ça, avouer. Donc il a été arrêté, le bracelet, les menottes et envoyé en prison. La direction de l'IFC a décidé de porter plainte et le criminel a été condamné à 102 ans de prison. Justice cambodgienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas c'est quoi le porte-plainte. De quoi? Je comprends pas c'est quoi le porte-plainte. Porter plainte. Alors, la vraie phrase c'est j'ai oublié ce que ça veut dire porter plainte. Parce qu'on a travaillé sur porter plainte.
Qui d'autre a oublié? Tout le monde. Qui n'a pas oublié? Se plaint à la police ou à la ministère de la Justice. C'est demander un procès, porter plainte. Si par exemple, moi je viens et je vole ton stylo, d'accord? Tu peux dire, bon ok, c'est pas très grave, c'est juste seulement un stylo et tu continues. Mais peut-être que ce stylo est très important pour toi. Donc tu vas voir la police et tu dis, mon stylo a été volé par mon locro. Je veux récupérer mon stylo et je veux que mon locro aille en prison. C'est ça, porter plainte. Non. To sue someone? C'est plus clair en anglais qu'en français? Donc comment, alors vas-y, maintenant que je voulais expliquer en anglais, comment tu l'expliques en français? To sue someone? Clavado. I've explained it in French. I've given you the translation. Now it's up to you to tell me in French what it actually means. Otherwise, it's too easy. Porte plainte, c'est la situation quand la personne qui l'objet de personne qui a été volé, pas une voleur, mais pas une voleur, et la personne va au commissariat pour demander l'arrestation de cambrioleur. Alors, c'est pas très clair. Je suis désolé, mais c'est pas très clair. Parce que là, je sais pas en fait si tu as vraiment. I don't really know if you understood because it's not only when someone steals something. It's in any case, suing someone is going to the police because someone has affected you in any way possible. And you go to the police to get justice. That's what suing someone is. It's not only when you get stolen, it's when someone does something wrong to you in any case. And that is, if this action is illegal, you have the choice between letting go or going to the police and sue this person in order to get justice and to have this person come down. Right? That's what it is. Because here in this sentence, it means that the direction here could have said, it's okay, it's alright, it's no big deal, let him go. But this time, they said, no, it matters. This person is guilty, and I want him in jail or have a trial. Est-ce que c'est trop 102 ans en prison? C'est pas mal. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas. Ah, tu es l'avocat de ce criminel? J'ai un avocat, alors. Peut-être. Et alors, si la personne ici, si le voleur a un avocat et est condamné à 102 ans, il faut changer l'avocat. L'avocat est nul. L'IFC c'est important. Il a cassé 2 chaises, 100 ans en prison.
Mais peut-être seulement un stylo, c'est pas important. Je peux acheter 10 pour VFC. Et peut-être que si je vole le stylo de Voléac, elle veut que j'aille 50 ans en prison, peut-être. Je sais pas. Voilà, donc quelques expressions qui sont utilisées dans des faits divers. C'est très intéressant. J'adore. Tout ce document, je vais vous l'envoyer après, d'accord? C'est juste qu'on va étape par étape. Mais tout ça, vous l'aurez après, vous pourrez le retrouver. Voilà. Donc un peu de vocabulaire sur le faits divers. On a besoin d'avancer, mais si on a le temps, peut-être que je vais vous demander de faire la même chose, de partir de cette liste. Parfois, j'essaye de le faire. Là, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais de faire un texte avec tous les mots. Ici, si vous regardez, tous les mots de cette liste sont utilisés ici, en racontant une histoire. Vous pourriez peut-être faire la même chose. Alors, peut-être un petit rappel d'une structure de grammaire qu'on a étudiée. Quelles sont les phrases au passif dans ce texte? On va faire une phrase par personne. Yensu, tu peux me donner une phrase au passif? Non. Faux. Ça, c'est une phrase à l'actif. Alex May? Non. Je vais donner un exemple. Alex May, une phrase à l'actif. Au passif. Alex May, il faut écouter. Yensu vient de donner exactement la même phrase. J'ai dit non à Yensu, je vais te dire non aussi. Donc non, non, non. Chani, une phrase au passif. Les autres phrases ou dans le texte? Dans le texte. Dans le texte. Ah, Tu veux me donner une phrase au passif comme ça? Non, non, ouais. Dans le texte, s'il vous plaît. la police reconnut le suspect et Non. intervenu. Une phrase au passif. C'est de l'actif, un verbe conjugué au passé composé avec être. Chani, une phrase au passif, s'il te plaît. Moi? Pardon, je suis fatiguée, excusez-moi. Voilà, une phrase au passif dans le texte. Les salles de classe avaient été endommagées. Très bien. Ok. Il a avoué son vol et a été arrêté. Toute la phrase est au passif? Non. Quelle partie est au passif? Actif, c'est il a avoué, c'est le passé composé. Et après, a été arrivé, ça c'est le passé. Ok. Le voilà a été placé en garde à sa vue. Ok. Enzo, est-ce qu'il y a une autre phrase? Le passif? Le criminel a été condamné à 110 ans en prison. Est-ce qu'il y a une autre phrase au passif? Le voleur a été Est-ce que tu écoutes les réponses? Cette phrase a déjà été donnée, non? Placée en garde à vue, quelqu'un l'a dit? Non. Donc, il faut écouter les phrases. Ça fait 2 fois que tu répètes des phrases qui ont déjà été dites. Donc non, la bonne réponse est non, il n'y a pas d'autre phrase au passif. Donc, la première phrase au passif,
les salles de classe avaient été endommagées. Deuxième phrase au passif, le voleur a été placé en garde à vue. Troisième phrase, a été arrêté. Arrêté. Quatrième, le criminel a été condamné à 102 ans. Les autres phrases, comme la première par exemple, un homme est entré par effraction, ce n'est pas du passif, c'est un verbe au passé composé. Donc, est entré par effraction, actif. Celle-ci est arrivée sur place, actif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La police est intervenue au domicile du voleur, actif. Ok, encore une fois, tout ça, je vous l'enverrai. Ici, alors on a une petite partie sur. C'est une partie du vocabulaire. Et pin này. Hay à? Je vais juste vous envoyer cette photo d'explication. Parce que le reste du document, c'est du vocabulaire pour un peu plus tard. On va pas tout mélanger. Les autres explications fonctionnaient aussi. Non, c'est pas très grave, on va revenir dans la méthode. Je vois. C'est bizarre. Je vais juste vérifier.
les envoyer dans le groupe, vous pouvez vous entraîner un petit peu. Si on essaye juste le premier, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez proposer des lettres ou des mots. C'est sur cette liste-là, la liste des lieux. C'est bon Dieu. Vous pouvez regarder le lien et faire les suivants. Et après, on regarde ensemble. Vous avez reçu sur Telegram. Je vous ai envoyé le lien ici. Pourquoi t'es pas content? Et ensuite, ça fait longtemps que
Quartier Auxois aussi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Pardon, sur la banlieue, qu'est-ce que c'est la banlieue? Exactement, la périphérie. Quelles sont les caractéristiques de la banlieue? Moins développé, moins populaire. Plus populaire. Alors, populaire dans le sens d'un quartier populaire de la classe ouvrière, pas très populaire dans le sens pas très. Il y a pas beaucoup de gens qui aiment. C'est ça. Donc, à l'extérieur des grandes villes, plus pauvres, moins développés, moins d'accès aussi aux grandes villes, à la culture, etc. Ok. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Chantier naval. Un chantier naval. Alors, qu'est-ce que c'est un chantier naval? C'est quoi un chantier naval? Vous avez le nom et la zone. Alors, tu peux refaire la phrase plus correctement. C'est un lieu. Il manque des prépositions ou des pronoms relatifs. Oh. In English, your sentence would be, it's a place making boats. Oh. Alors, c'est un lieu pour faire des bateaux, si tu veux. C'est un lieu où on fabrique des bateaux. C'est mieux. C'est juste pour vous entraîner à utiliser aussi les pronoms relatifs et les structures de phrases. Donc oui, c'est un lieu où on fabrique des bateaux. Un chantier pour fabriquer, naval, des bateaux. Ça c'est quoi? Arrondissement. Oui, il y a vraiment la réponse ici. Alors, des arrondissements, bon, c'est pas toujours très clair exactement. Les arrondissements, c'est la division de la ville de Paris, de Lyon aussi. Ce sont de grands quartiers un peu indépendants aussi. Il y a un peu ça en belge, je pense. Oui. Ici. Rien. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas des rues. Oui, une petite rue. Pas très large, en règle générale aussi à sens unique. Est-ce que vous connaissez cette expression? Sans unique. La flèche ici peut vous aider à comprendre. Là, vous voyez qu'il y a une voiture qui circule. Est-ce qu'il y a de l'espace pour deux voitures? Non. Donc ça veut dire une rue à sens unique, vous ne pouvez aller que dans une direction. Vous pouvez pas, il n'y a pas deux sens de circulation. Une rue à sens unique. Ici.
arrêt de bus. Bien. Gendarmerie. Alors, en gendarmerie, c'est un peu différent de la police. Parce que ce sont des militaires. Gendarme. Mairie. Enfin, Et vous n'écoutez pas beaucoup aujourd'hui. Hein. La gendarmerie, donc c'est un peu différent de la police. Ce n'est pas le même ministère. La police, c'est le ministère de l'Intérieur. La gendarmerie, ministère des Armées. Parce que les gendarmes, ce sont des militaires. Oh. C'est un peu différent. Ils ne vont pas sur les mêmes missions. Commissariat. Alors, qu'est-ce qu'on a dans un commissariat? Qui travaille dans un commissariat? Police. Ah, vous avez un. Ah, alors. La photo. L'espace ouvert. Ah, non, pas dans l'espace vert. Carrefour. Est-ce que vous pouvez expliquer ça un petit peu? Qu'est-ce que c'est un carrefour? À partir de la. Vous traversez la rue. plusieurs. En fait, oui, c'est l'espace. Le carrefour, c'est un espace où vous avez plusieurs rues qui se croisent pour une intersection. Donc ici, vous en avez 4. Alors, si vous avez une voiture ici, une voiture ici, une voiture ici, une voiture ici, qui passe en premier? Bon, au Cambodge, c'est tout le monde. Vous avez vrai? Oui, évidemment. J'ai oublié. Au Cambodge, tout le monde. Mais si on respecte un peu les règles, qui passe en premier? La rue principale. Voilà, donc la rue principale ici, a priori c'est ici. Donc, c'est la personne qui n'a pas de priorité à droite. Donc on va dire ici, après ici, ici. Bon, au Cambodge, c'est tout le monde. Liberté, hein. Liberté. Bill. Ah, la liberté. Ah, oui, oui, oui. C'est ça l'argument. Bill saja. Ouais. La liberté. C'est ça l'argument, c'est ça la raison, la liberté. Hey, bon, si ça marche, tant mieux, très bien, tant mieux pour le Cambodge. Ici, La mairie. la mairie. Qui travaille dans la mairie? Sama Et ici, cité. une petite ville avec des murs tout autour, avec des rampes. Quartier bourgeoisie. Exactement, quartier populaire. Si vous pouvez voir la tour Eiffel depuis la maison, c'est très bourgeois. Quartier populaire. Et là, il n'y a pas la tour Eiffel. Place. Donc un grand espace devant un bâtiment. Parce
qu'il y a souvent, so there's a lot of confusion between a place in English et une place en français, et pas la même chose. Plus, it's a very common mistake, and we know when you make a mistake what you confuse. Je suis allé dans la place de ma mère. Most likely your mother doesn't own a place like this. Donc, je suis allé dans la maison de ma mère, n'est pas la place. This doesn't belong to your mother.